Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est ce qu'Albert Camus a dit pour conclure l'une des réflexions les plus marquantes du XXe siècle. Bonjour, bienvenue sur Vibes Inspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, nous entrons dans la pensée d'Albert Camus à travers l'un de ses textes majeurs, le mythe de Sisyphe. Camus ouvre cet essai par une phrase devenue célèbre: « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Cette affirmation n'est ni une provocation, ni un appel au désespoir. Elle pose une question fondamentale. Si la vie n'a pas de sens donné d'avance, sur quoi peut reposer la décision de continuer à vivre? Dans la vidéo précédente, nous avons abordé Nietzsche et l'idée de l'éternel retour, non comme une doctrine, mais comme une épreuve existentielle, celle qui nous demande si nous serions capables d'affirmer notre vie telle qu'elle est, sans promesse ni justification ultime. Camus reprend cette interrogation mais s'en distingue clairement. Là où Nietzsche cherche une affirmation créatrice de la vie, Camus refuse toute fabrication de sens. Il choisit la lucidité face à un monde qui demeure indifférent à nos attentes. Pour Camus, tout commence par un constat froid et implacable. Nous passons la majeure partie de notre existence à attendre demain. Nous attendons la fin de la semaine, le mois prochain, les vacances ou la retraite. Nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde, alors que nous marchons tous vers la même échéance finale. Cette fuite en avant dans le temps est notre manière habituelle d'éviter la réalité. L'absurde naît précisément au moment où cette routine se brise. C'est le décor qui s'écroule. Vous êtes dans le métro ou au bureau et soudain une question surgit. Pourquoi? Ce pourquoi n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est un vertige. C'est la sensation physique que le monde nous échappe, qu'il est étranger et qu'il ne se soucie pas de nos désirs de bonheur ou de justice. Imaginez un homme qui pousse un immense rocher vers le sommet d'une montagne. Chaque fois qu'il arrive en haut, le poids de la pierre l'entraîne inexorablement vers le bas. Et tout est à recommencer pour l'éternité. La punition des dieux pour Sisyphe. Mais Camus nous dit que cet homme est le héros de l'absurde. Il est supérieur à son destin parce qu'il le connaît. Il est heureux car au moment où il redescend vers la plaine pour récupérer son rocher, il est pleinement conscient de sa condition. Il n'espère pas une fin. Il n'espère pas une récompense dans un autre monde. Il possède sa peine, et c'est dans cette possession sans illusion que réside sa victoire. Sisyphe nous enseigne que la tragédie commence seulement au moment où l'on prend conscience. Si Sisyphe pensait qu'il allait finir par réussir, il serait un esclave de l'espoir. Mais parce qu'il sait qu'il échouera toujours, il devient le maître de sa propre vie. L'absurde est cette tension permanente entre notre soif de clarté et le silence de l'univers. Nous voulons que le monde soit rationnel. Nous voulons que nos efforts soient récompensés par un sens supérieur. Mais le monde reste muet. Il est beau, il est cruel, il est là, mais il n'a pas de message caché pour nous. Accepter ce silence est le geste le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. C'est refuser de se mentir. C'est refuser de s'inventer des dieux ou des paradis artificiels pour supporter la difficulté d'être. Camus appelle cela la lucidité. Cette lucidité n'est pas une condamnation à la tristesse. Bien au contraire, c'est le point de départ d'une liberté totale. Si rien n'est écrit, si aucun grand architecte n'a décidé de notre place, alors nous sommes les seuls juges de nos vies. Vivre sans appel, sans recours à une autorité supérieure, c'est enfin devenir adulte. C'est comprendre que chaque instant est précieux, non pas parce qu'il mène à quelque chose, mais parce qu'il est vécu avec intensité. Dans cette première étape de notre voyage, nous apprenons à ne plus avoir peur du vide. Nous apprenons à regarder le rocher, non comme un fardeau imposé par les dieux, mais comme notre propre terrain de jeu. La liberté commence là où l'espoir s'arrête. C'est dans ce désert de certitude que l'homme trouve sa propre lumière. Le monde est absurde, mais l'homme ne l'est pas, car il est capable de défier cette absurdité par sa simple présence. Par la naissance de l'absurde au cœur du quotidien, pour bien comprendre la pensée de Camus, il ne faut pas la chercher uniquement dans les livres de philosophie, mais dans le rythme même de nos journées. Tout commence souvent par un malaise imperceptible. Vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous marchez vers votre travail, vous accomplissez les mêmes gestes, et vous rentrez chez vous pour recommencer le lendemain. C'est ce que Camus appelle le caractère machinal de l'existence. La plupart du temps, nous sommes comme des somnambules. Nous agissons par habitude, portés par un élan que nous ne questionnons jamais. Nous acceptons les règles du jeu sans même savoir qui les a écrites. Mais un jour, sans prévenir, le décor s'écroule. C'est ce moment de rupture où la conscience s'éveille brusquement. Vous êtes debout dans un couloir ou assis dans un transport en commun
Et soudain, une question vous frappe avec la force d'un impact physique. Pourquoi? Ce pourquoi est le point de départ de toute la réflexion camusienne. C'est le signe que l'automatisme ne suffit plus. Ce n'est pas une simple lassitude, c'est le sentiment de l'absurde qui surgit. L'absurde n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience vécue. C'est la sensation que le monde devient soudainement étranger. Regardez les gens autour de vous à travers une vitre. Ils gesticulent, ils parlent, ils s'agitent. Et si vous ne pouvez pas entendre le son de leur voix, leur comportement semble soudainement dénué de tout sens. Ils ressemblent à des pantins dans une pièce de théâtre dont on aurait oublié le scénario. Camus nous explique que l'absurde naît de ce divorce entre l'homme et sa propre vie. C'est le moment où l'on réalise que le monde ne nous ressemble pas. Nous projetons sur la nature des intentions, nous imaginons que les paysages sont là pour nous émouvoir. Mais la réalité est bien plus brute. La montagne, la mer, le ciel sont des réalités minérales qui se moquent éperdument de notre présence. Cette découverte est souvent douloureuse, car elle nous dépouille de nos illusions. Nous aimons croire que nous sommes le centre de l'univers, que chaque événement a une raison d'être, et que la justice finira par triompher. L'absurde vient balayer ces certitudes. Il nous place face à un univers vaste, magnifique, mais profondément indifférent. C'est dans cette confrontation que réside la vérité de notre condition. D'un côté, il y a l'appel humain, ce cri vers l'ordre et la clarté. De l'autre, il y a le silence du monde. L'absurde, c'est cette rencontre manquée. C'est vouloir comprendre, alors qu'il n'y a rien à expliquer qui puisse satisfaire notre besoin de sens absolu. Pourtant, cette chute du décor n'est pas une fin en soi. Camus nous dit que cet éveil est le premier pas vers la dignité. Celui qui commence à s'interroger cesse d'être une machine. Il reprend possession de son regard. Il commence à voir le monde tel qu'il est, dépouillé des masques de l'habitude. Habiter ce moment, c'est accepter de vivre dans l'inconfort de la lucidité. C'est renoncer au confort du mensonge social pour embrasser la rudesse de la réalité. Nous passons nos vies à essayer de donner un sens à la mort, alors que c'est la mort qui donne son relief à la vie. En prenant conscience que le temps nous dévore, chaque seconde acquiert soudainement une valeur inestimable. Sisyphe, dans sa répétition éternelle, symbolise cette condition. Son geste est absurde, mais il est accompli en pleine conscience. Le malheur n'est pas de faire un travail inutile. Le malheur est de le faire sans savoir que l'on est libre de le juger. Dans ce premier chapitre, nous apprenons à reconnaître les fissures dans le mur de notre routine. Nous apprenons à écouter le silence du monde, non pas avec effroi, mais avec une curiosité nouvelle. Car c'est sur les ruines de nos certitudes que nous allons pouvoir bâtir notre propre souveraineté. Chapitre 2. Les trois chemins face au vide. Une fois que le décor est tombé, une fois que nous avons vu le visage de l'absurde, une question brûlante se pose. Comment faire pour ne pas sombrer? C'est le moment le plus critique de l'existence. On se retrouve au bord de l'abîme, dépouillé de nos anciennes certitudes, face à un monde qui ne nous promet plus rien. Camus identifie trois réactions possibles face à ce vertige. La première, la plus radicale, est le suicide physique. Point. Si la vie n'a pas de sens, si la douleur de l'existence dépasse les joies qu'elle procure, pourquoi ne pas en finir? C'est la question que Camus pose dès les premières lignes de son essai. Mais sa réponse est sans appel. Le suicide n'est pas une solution, c'est une capitulation. Pour Camus, se donner la mort, c'est résoudre l'absurde en supprimant l'un des deux termes du conflit, l'homme. L'absurde n'existe que parce que l'esprit humain et le monde sont face à face. En disparaissant, on ne règle pas le problème, on l'annule simplement. Le suicide est un aveu de défaite, c'est admettre que l'absurde a gagné. Or, pour Camus, le but n'est pas de mourir de l'absurde, mais de vivre avec. La deuxième réaction est ce qu'il appelle le suicide philosophique, ou le sot. C'est la tentation la plus commune et sans doute la plus subtile. Puisque la réalité est trop dure à supporter, on cherche une porte de sortie imaginaire. On se tourne vers la religion, vers des idéologies politiques sacrées, ou vers des systèmes métaphysiques qui nous promettent un sens caché derrière les apparences. On fait le saut vers l'inconnu. On sacrifie sa raison, sa lucidité, pour obtenir un confort psychologique. Pour Camus, c'est une forme de tricherie. C'est vouloir nier le silence du monde en inventant une voix divine ou un sens historique qui n'existe pas. C'est fuir sa condition d'homme libre pour redevenir un enfant protégé par des dogmes. Le suicide philosophique nous rend la vie plus facile, mais il nous enlève notre vérité. Alors, quel est le troisième chemin? C'est celui de l'homme absurde. C'est le chemin de la révolte. Au lieu de fuir ou de s'incliner, l'homme absurde décide de rester debout dans le conflit. Il accepte que le monde n'ait pas de sens.
Il accepte que sa mort soit inéluctable, et pourtant, il refuse de se taire. La révolte, c'est ce combat acharné entre la conscience humaine et l'obscurité de l'univers. C'est une exigence de clarté dans un monde qui reste dans l'ombre. L'homme révolté ne cherche pas à gagner, car il sait que la mort finira par l'emporter, mais il trouve sa grandeur dans la résistance elle-même. Il maintient l'absurde sous son regard, il ne le quitte jamais des yeux. Cette attitude change tout. En renonçant à l'espoir d'un monde meilleur après la mort ou d'une révolution finale, on gagne une liberté incroyable, la liberté d'être pleinement ici. Puisque rien n'est écrit, puisque rien n'est imposé par un sens supérieur, nous sommes enfin les propriétaires de nos actes. L'absence de but devient une invitation à l'intensité. L'homme absurde est comme Sisyphe. Il sait que son rocher retombera, mais il continue de le pousser par défi. Il n'attend plus rien, et c'est précisément pour cela qu'il possède tout. Sa vie devient une suite de présents vécus avec une lucidité tranchante. Il n'y a plus de demain, il n'y a que cette seconde, cet air que l'on respire, ce soleil sur la peau, cette douleur ou cette joie immédiate. Vivre dans la révolte, c'est transformer son existence en une œuvre d'art sans public. C'est agir pour la beauté du geste, sans attendre de récompense. C'est refuser les béquilles de l'espoir pour apprendre à marcher seul. Dans ce chapitre, nous comprenons que la véritable force ne consiste pas à trouver un sens, mais à être capable de s'en passer. C'est là que commence notre véritable souveraineté. L'absurde n'est plus un mur, il devient l'horizon de notre liberté. Chapitre 3. La liberté absurde, ou le poids de l'instant si la révolte est notre moteur, la liberté est l'espace que nous gagnons sur le destin. Pour la plupart d'entre nous, l'idée de liberté est liée à un projet, à un avenir. Nous nous sentons libres parce que nous pouvons choisir notre carrière, nos relations ou nos objectifs. Mais Camus nous montre que cette liberté-là est une illusion, car elle dépend encore de l'idée que notre vie a un sens global, qu'elle doit mener quelque part. L'homme ordinaire vit comme s'il était libre, mais il est en réalité l'esclave de ses propres buts. Il se lie lui-même par des promesses, par des plans sur la comète, par l'espoir que demain sera l'aboutissement de ses efforts d'aujourd'hui. Il agit comme s'il avait tout le temps devant lui, alors que chaque jour le rapproche de la seule certitude absolue, la mort. En projetant sa liberté dans le futur, il oublie de l'exercer dans le présent. La conscience de l'absurde vient briser ses chaînes messieurs. Lorsque vous réalisez que le monde ne vous doit rien, et que votre existence n'est qu'un bref éclair entre deux néants, votre vision de la liberté change radicalement. Ce n'est plus une liberté de projet, c'est une liberté d'action immédiate. C'est ce que Camus appelle la liberté absurde. C'est la liberté du condamné à mort qui, le matin de son exécution, voit le lever du soleil avec une intensité que personne d'autre ne peut connaître. Pour lui, il n'y a plus de lendemain, plus de réputation à tenir, plus d'ambition à satisfaire. Il ne reste le moment pur, l'air frais, le chant d'un oiseau, la texture du sol sous ses pieds. Dans ce moment de lucidité totale, il est plus libre que n'importe quel homme qui court après son succès. Cette liberté est vertigineuse parce qu'elle nous prive de béquilles. Il n'y a plus de maître, plus de juge, plus de règles morales descendues du ciel pour nous dire ce qui est bien ou mal. Nous sommes jetés dans le monde avec la responsabilité totale de nos propres valeurs. L'homme absurde comprend que tout ce qui lui arrive est son propre fait. Il ne peut plus accuser le sort ou la volonté divine pour ses échecs ou ses souffrances. Mais ce qui pourrait ressembler à un fardeau est en réalité un immense soulagement. Puisque rien n'a de sens ultime, alors tout a une importance égale. Camus introduit ici une idée provocante, l'éthique de la quantité. Si aucun but n'est supérieur à un autre, alors ce qui compte n'est pas de vivre le mieux possible, selon une morale abstraite, mais de vivre le plus possible. Vivre le plus possible ne signifie pas se lancer dans une débauche sans fin, mais multiplier les expériences avec une conscience toujours en éveil. C'est être pleinement présent à ce que l'on fait, que l'on soit en train d'écrire un poème, de regarder la mer ou de travailler à l'usine. L'homme absurde refuse de sacrifier le présent pour un futur hypothétique. Il dévore chaque instant comme si c'était le dernier, car pour lui, chaque instant est effectivement unique et sans lendemain. Cette liberté nous rend souverains. Nous ne sommes plus les spectateurs de notre vie, mais les acteurs conscients d'une pièce dont nous connaissons la fin. Nous acceptons de jouer notre rôle avec ferveur, sans l'illusion que la pièce durera toujours. C'est ici que Sisyphe devient un modèle de liberté. Il sait que sa pierre retombera, mais il choisit de la pousser. Ce choix est l'acte de liberté suprême. En renonçant à l'espoir, nous renonçons aussi à la peur. Celui qui n'attend rien du futur ne peut pas être déçu et ne peut pas être manipulé par la promesse d'une récompense ou la menace d'une punition. Il est libre, ici et maintenant, dans ce corps, sous ce soleil. La liberté absurde,
c'est cette capacité de dire oui au monde tel qu'il est, dans toute sa splendeur et toute sa cruauté, sans demander de justification. Dans ce chapitre, nous comprenons que la liberté n'est pas un but à atteindre, mais une manière d'être. C'est le refus de se laisser enfermer dans les tiroirs de la société ou des idéologies. C'est l'affirmation héroïque d'un individu qui, face au silence de l'univers, décide que sa vie vaut la peine d'être vécue simplement parce qu'il l'a décidé ainsi. Chapitre 4. La création sans lendemain. Si l'homme absurde est libre, et s'il possède cette soif de vivre le plus possible, quelle est son occupation principale? Camus nous donne une réponse magnifique, la création. Pour lui, créer, c'est vivre deux fois. C'est une manière de redoubler son existence, en construisant un monde qui reflète la lucidité et la beauté de notre condition. Mais attention, la création absurde n'a rien à voir avec l'art tel qu'on l'imagine souvent. L'artiste absurde ne cherche pas à expliquer le monde, il ne cherche pas à donner des leçons de morale ou à proposer des solutions aux problèmes de l'humanité. Il sait que l'explication est impossible. Il se contente donc de décrire. L'art absurde est une description minutieuse de l'expérience humaine, dans tout ce qu'elle a de charnel, de contradictoire et d'éphémère. C'est un art qui ne prétend pas à l'éternité. L'artiste conscient de l'absurde crée, tout en sachant que son œuvre finira par disparaître, que les civilisations s'écroulent, et que même les plus grands chefs-d'œuvre finiront en poussière. Cette absence de postérité est précisément ce qui donne sa valeur à l'acte créateur. On ne crée pas pour être célèbre dans 1000 ans. On crée parce que c'est la forme la plus haute de la révolte ici et maintenant. Créer, c'est refuser de se taire face au silence de l'univers. C'est imposer une forme, une couleur ou une harmonie, là où il n'y avait que le chaos de la réalité brute. L'écrivain, le peintre ou le musicien absurde sont comme le Sisyphe. Ils recommencent sans cesse le même travail. Chaque livre est une nouvelle tentative de saisir l'insaisissable. Chaque tableau est une nouvelle manière de regarder le soleil. Ils savent que leur tâche n'est jamais finie et que l'œuvre parfaite n'existe pas. Mais dans cet effort constant, ils trouvent une joie immense. Créer, c'est aussi maintenir la conscience en éveil. Pour peindre la réalité, il faut la regarder en face, sans cligner des yeux. L'artiste ne peut pas tricher. Il doit accepter les ombres et les lumières, la souffrance et la volupté. En transformant son expérience en œuvre d'art, il ne fuit pas l'absurde, il l'habite. Il lui donne un visage. Camus nous dit que l'œuvre d'art est le seul lieu où l'homme peut vraiment réconcilier son désir d'unité et la diversité du monde. Dans un roman ou dans une symphonie, le chaos devient un ordre, pour un instant seulement. C'est un triomphe fragile, mais c'est le seul triomphe qui nous soit permis. C'est une victoire de l'esprit sur la matière. Mais cette philosophie de la création ne s'adresse pas seulement aux artistes professionnels. Chaque vie peut devenir une œuvre d'art. Celui qui cultive son jardin avec passion, celui qui élève ses enfants avec lucidité, celui qui accomplit son métier avec une exigence de beauté, tout cela sont des créateurs absurdes. Ils donnent une forme à leur temps, sans attendre de récompense au-delà du geste lui-même. Vivre de manière créative, c'est refuser de subir. C'est décider que, puisque la vie n'a pas de sens imposé, nous allons lui donner le sens que nous choisissons, à travers nos actions, nos paroles et nos réalisations. C'est la revanche de l'homme sur le silence de Dieu. Nous ne sommes pas des victimes du destin. Nous sommes les sculpteurs de notre propre présent. Dans ce chapitre, nous apprenons que l'action n'a pas besoin d'espoir pour être noble. La création est la preuve vivante de notre souveraineté. Elle est le cri de Sisyphe qui, au moment où il pousse son rocher, décide d'en faire une danse. La beauté ne sauve pas le monde de l'absurde, mais elle rend l'absurde habitable. Chapitre 5. L'éthique de la passion et de la quantité. Si l'univers n'offre aucune règle morale descendue du ciel, si aucun juge suprême n'attend nos actions pour les peser, alors une question se pose, comment choisir ce que nous devons faire de nos journées? Camus nous propose alors une idée qui bouscule toutes nos habitudes mentales, l'éthique de la quantité. Habituellement, on nous apprend qu'il faut vivre le mieux possible. On nous parle de qualité de vie, de vertu, de perfection. On nous dit qu'une vie réussie est une vie qui respecte certains critères moraux ou sociaux. Mais pour l'homme absurde, ces critères sont arbitraires, puisqu'il n'y a pas de lendemain. Et puisque la mort égalise tout, ce qui compte n'est plus de vivre mieux, mais de vivre le plus. Attention, il ne s'agit pas ici de consommer des expériences de manière fanatique et superficielle. Vivre le plus, ce n'est pas accumuler les plaisirs comme on collectionne des objets. C'est multiplier les moments de pleine conscience. C'est être là, totalement, dans chaque situation. Un homme qui vit 20 ans en étant parfaitement lucide vit beaucoup plus qu'un homme qui traverse 100 ans de vie en somnambule. L'éthique de la quantité, c'est une éthique de la présence.
c'est le refus de la distraction. Nous passons nos vies à être ailleurs, dans nos souvenirs, dans nos inquiétudes pour le futur, ou dans des mondes virtuels. L'homme absurde, lui, se force à rester ici. Sa passion, c'est le présent. Il veut tout voir, tout sentir, tout comprendre de la condition humaine, sans jamais détourner le regard. Camus prend l'exemple du comédien. Le comédien est une figure absurde par excellence. En l'espace de quelques heures, il vit la vie d'un roi, d'un assassin, d'un amant ou d'un mendiant. Il incarne des destins multiples tout en sachant que ce n'est qu'un jeu qui s'arrêtera dès que le rideau tombera. Il ne cherche pas à durer, il cherche à brûler. Il épuise toutes les possibilités de l'âme humaine sur une scène étroite. Cette passion pour l'existence est ce qui nous sauve de la grisaille. Lorsque vous savez que la partie est finie d'avance, vous ne jouez pas avec moins d'ardeur, vous jouez avec plus de ferveur. Chaque seconde devient une victoire contre le néant. On ne savoure jamais mieux le vin que lorsqu'on sait que la bouteille est la dernière. On n'aime jamais mieux les êtres que lorsqu'on réalise qu'ils sont éphémères. Vivre avec passion, c'est accepter de ne pas avoir de but final, tout en agissant comme si chaque geste était d'une importance capitale. C'est cette contradiction qui fait la beauté de l'homme. Nous sommes des êtres de poussière, capables de désir infini. Nous sommes des créatures condamnées qui décident d'honorer la vie par leur seule intensité. Cette éthique nous demande un courage immense, car elle nous prive du confort de la routine. Elle nous oblige à nous réveiller chaque matin en nous demandant « Qu'allons-nous faire de cette liberté aujourd'hui ?» Elle nous pousse à explorer nos limites, à rencontrer l'autre, à créer, à aimer, non pas parce que c'est utile, mais parce que c'est notre manière de répondre au silence de l'univers. Dans ce chapitre, nous comprenons que la sagesse ne consiste pas à se retirer du monde pour méditer sur l'éternité. La vraie sagesse est dans le mélange, dans le tumulte, dans l'engagement total pour les causes humaines. Même si l'on sait qu'elles sont fragiles, l'homme absurde n'est pas un spectateur désabusé. C'est un amant passionné de la réalité. Il ne demande pas au monde d'avoir un sens pour l'aimer. Il l'aime malgré son absence de sens. Et c'est dans cet amour sans condition qu'il trouve sa force la plus pure. Chapitre 6. Dépasser le nihilisme, où l'honneur de l'homme, il existe un piège dangereux dans la pensée de l'absurde. Celui de croire que si rien n'a de sens, alors tout est permis et plus rien n'a de valeur. C'est ce qu'on appelle le nihilisme. Si le ciel est vide, que la mort est la fin de tout, pourquoi ne pas devenir un tyran ? Pourquoi ne pas faire souffrir les autres, ou simplement se laisser dépérir dans l'indifférence ? Camus consacre une grande partie de sa vie à combattre cette idée. Pour lui, l'absurde n'est pas une excuse pour le chaos. C'est au contraire le fondement d'une nouvelle exigence morale. Le nihilisme est une maladie de l'esprit qui survient quand on est déçu par l'absence de Dieu ou de vérité absolue, mais l'homme lucide, lui, ne cherche pas une vérité absolue, il cherche une vérité humaine. La première leçon de Camus contre le nihilisme est celle de la solidarité dans la souffrance. Nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous décisifs, poussant nos rochers respectifs sous un soleil indifférent. Cette condition commune crée un lien fraternel. Si je souffre de l'absurdité du monde, je sais que mon voisin souffre de la même manière. Dès lors, comment pourrais-je ajouter de la douleur à sa douleur ? Le nihiliste dit « Rien n'a de sens, donc je peux détruire ». Le révolté dit « Rien n'a de sens, donc chaque vie humaine est un trésor fragile que nous devons protéger ». C'est la naissance de l'honneur. L'honneur, chez Camus, ce n'est pas une question de gloire ou de médaille. C'est le refus de se mettre du côté des bourreaux. C'est décider que, dans un monde injuste, la seule tâche digne est de pratiquer la justice, même si elle est limitée. Vivre l'absurde, c'est maintenir un équilibre sur une corde raide. C'est accepter que nos valeurs ne sont pas écrites dans les étoiles, mais qu'elles sont nécessaires pour rendre la terre habitable. Nous inventons nos propres limites. L'homme se définit par ce qu'il refuse de faire. En disant non à la cruauté, en disant non à l'oppression, nous affirmons qu'il y a en l'homme quelque chose qui mérite d'être préservé. Camus nous enseigne que la lucidité ne doit jamais mener au cynisme. Le cynique est celui qui a baissé les bras, celui qui se moque de tout parce qu'il a peur de s'engager. Le révolté, lui, est un constructeur. Il sait que sa maison sera un jour détruite par le temps, mais il la construit avec autant de soin que si elle devait durer l'éternité. C'est cela, l'honneur de l'homme, agir sans l'appui d'une certitude, mais avec la force d'une conviction. Dans ce chapitre, nous découvrons que la philosophie de Camus est une philosophie de la mesure. Elle refuse les extrêmes. Elle refuse le fanatisme qui veut imposer un sens absolu par la force, et elle refuse le nihilisme qui veut tout détruire par désespoir. Entre les deux, il y a le chemin étroit de la dignité humaine.
Alors on doit être heureux sans être aveugle, et être lucide sans être désespéré. L'homme absurde finit par découvrir une forme de joie, austère. Ce n'est pas la joie facile de celui qui croit en des lendemains qui chantent, c'est la joie de celui qui sait qu'il est à sa place, dans le combat pour la lumière. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes, et c'est précisément là que réside notre seule vraie grandeur. Chapitre 7. La pensée de midi, ou l'équilibre solaire, après avoir traversé les ténèbres de l'absurde et les tempêtes de la révolte, Camus nous emmène vers un paysage plus serein, celui de la Méditerranée. C'est ici qu'il développe ce qu'il appelle la pensée de midi. Et si l'absurde est une prise de conscience brutale, la pensée de midi est l'art de vivre avec cette conscience sans se laisser consumer par elle. La pensée de midi, c'est la philosophie de la mesure. Camus s'inspire de la lumière de son Algérie natale, où le soleil écrase tout et impose une vérité physique immédiate. À midi, l'ombre est la plus courte, tout est visible, tout est cru. Il n'y a plus de place pour les fantasmes, ou les grandes théories brumeuses qui viennent souvent du nord de l'Europe. Pour Camus, l'Europe a sombré dans l'excès. Elle s'est enivrée d'idéologie totale, de rêves de domination absolue et de progrès infini. Elle a oublié la limite. La pensée de midi est un rappel à l'ordre de la nature. Elle nous dit que l'homme n'est pas un dieu, qu'il a un corps, qu'il a besoin de beauté et qu'il doit respecter les cycles de la vie. Vivre selon la pensée de midi, c'est refuser de sacrifier les hommes vivants d'aujourd'hui au nom d'un paradis futur ou d'une idée abstraite. C'est préférer la justice réelle, même imparfaite, à la perfection meurtrière des utopies. C'est comprendre que la perfection est une forme de mort, alors que la vie est par définition inachevée, fragile et changeante. Cette philosophie est profondément liée à la beauté du monde. Camus nous rappelle que, même dans la pire des misères ou au cœur de l'absurde, il reste le ciel, la mer et le visage de ceux que nous aimons. La beauté n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle est ce qui nous donne la force de continuer à pousser notre rocher. Elle est la preuve que le monde, s'il n'a pas de sens, a une splendeur qui suffit à justifier notre présence. Il y a une forme d'hédonisme tragique chez Camus. On jouit de la vie avec d'autant plus de ferveur que l'on sait qu'elle est menacée. On savoure la lumière parce que l'on connaît l'ombre. La pensée de midi est une célébration de l'instant présent, non pas dans l'insouciance, mais dans la reconnaissance pompon. C'est le moment où le révolté cesse de crier pour regarder, tout simplement, la course des nuages ou l'éclat des vats. C'est ici que se rejoignent la lucidité et le bonheur. Le bonheur camusien n'est pas un état de satisfaction passive. C'est un acte de résistance. Être heureux malgré l'absurde, c'est la plus belle des révoltes. C'est montrer au destin qu'il n'a pas de prise sur notre capacité d'émerveillement. Dans ce chapitre, nous apprenons que la sagesse n'est pas dans l'accumulation de savoir, mais dans l'acceptation de nos limites. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout sauver, mais nous pouvons chérir ce qui est là. La pensée de midi nous apprend à aimer la terre plus que le ciel, et le présent plus que l'éternité. C'est une invitation à retrouver un équilibre, à ne plus être des exilés de notre propre existence, mais des habitants fiers et conscients de ce monde solaire. Chapitre 8. Solitaire ou solidaire. Une question demeure souvent après avoir découvert la pensée de Camus. L'homme absurde est-il condamné à rester seul avec son rocher? Après tout, la prise de conscience est une expérience profondément individuelle. C'est un face-à-face solitaire entre une conscience et le silence du monde. On pourrait croire que cette philosophie mène à un isolement total, à une forme d'égoïsme héroïque. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit. Dans son évolution, Camus passe du gomus au nous. Il réalise que si l'absurde est une condition universelle, alors il devient le fondement d'une nouvelle communauté humaine. C'est ce qu'il explore dans son livre « L'homme révolté ». La souffrance que je ressens face au vide, mon voisin la ressent aussi. Mes doutes, mes peurs face à la mort et mon désir de clarté sont partagés par chaque être humain sur cette planète. Cette reconnaissance change tout. Ma révolte n'est plus seulement un cri personnel, elle devient une lutte collective. En me révoltant contre l'absurde ou contre l'injustice, je ne défends pas seulement ma petite personne. Je défends une valeur qui dépasse mon propre cas. Je défends la dignité humaine. C'est ici que naît la solidarité. Camus utilise une image très forte. Nous sommes tous des bagnards enchaînés à la même chaîne. Mais c'est cette chaîne même qui nous lie et qui nous donne une raison de nous entraider. La solidarité chez Camus n'est pas une émotion sentimentale ou une charité lointaine. C'est une nécessité logique. Puisque le monde est indifférent, nous sommes les seuls à pouvoir nous soucier les uns des autres. Puisque le ciel est vide, c'est sur terre que nous devons construire notre propre justice. La fraternité n'est pas un cadeau de la nature, c'est une conquête de la volonté.
Vivre en solidarité, c'est refuser de se sauver tout seul. C'est comprendre que mon bonheur est incomplet s'il est entouré de la misère des autres. L'homme lucide sait qu'il ne peut pas être libre tout seul. Si une partie de l'humanité est opprimée, c'est la condition humaine tout entière qui est insultée. La révolte devient alors un engagement social et politique, mais est un engagement qui garde toujours en vue la mesure et le respect de l'individu. Camus nous met en garde contre la tentation de se couper des autres par orgueil intellectuel. Il est facile de se croire supérieur parce que l'on a compris l'absurde. Mais la vraie grandeur est de redescendre dans la cité, de partager le pain et les peines des autres hommes. C'est dans ce partage que l'absurde devient supportable. La solitude de Sisyphe s'efface lorsqu'il réalise que d'autres sur d'autres montagnes poussent aussi leurs pierres avec le même courage. Dans ce chapitre, nous apprenons que la philosophie n'est pas une tour d'ivoire. Elle est une main tendue dans l'obscurité. La solidarité est la réponse humaine au silence de l'univers. Nous ne pouvons pas donner un sens au monde, mais nous pouvons donner un sens à notre lien avec les autres. C'est dans cette fraternité sans illusion que l'homme trouve sa plus belle raison de continuer à marcher, ensemble, sous le même soleil. Chapitre 9. L'amour de la vie et l'exigence du bonheur pour Albert Camus. Le bonheur n'est pas un luxe, c'est une forme de résistance. Dans un monde qui semble souvent nous écraser par sa noirceur ou son indifférence, décider d'être heureux est l'acte de révolte le plus radical qui soit. Trop souvent, nous culpabilisons d'être heureux face aux malheurs du monde. Nous pensons que la lucidité devrait nous rendre tristes. Mais Camus nous dit exactement le contraire. Il n'y a pas de honte à être heureux. Le bonheur camusien n'est pas un aveuglement. Ce n'est pas ignorer la souffrance, la maladie ou la mort. C'est, au contraire, les regarder en face et décider que, malgré tout, la vie mérite d'être célébrée. C'est ce qu'il appelle l'invincible été. Il écrit, au milieu de l'hiver, « J'ai découvert en moi un invincible été. Cette force intérieure n'est pas le fruit du hasard. Elle est une conquête de chaque instant. Aimer la vie, selon Camus, c'est l'aimer dans sa totalité, sans rien en retrancher. C'est aimer la douceur d'une fin de journée sur une plage. Mais c'est aussi accepter la rudesse de l'effort pointillé. C'est comprendre que la joie et la douleur sont les deux faces d'une même pièce. L'une donne son relief à l'autre, sans la conscience de la mort. Le plaisir serait fade. Sans la conscience de l'absurde, la beauté ne nous bouleverserait pas autant. Cette exigence de bonheur nous demande d'être présents à notre propre corps. La philosophie de Camus est une philosophie de la chair et des sens. Il nous invite à écouter le vent, à sentir l'odeur de la terre après la pluie, à plonger dans l'eau fraîche de la mer. Ces plaisirs simples ne sont pas superficiels, ils sont nos ancres dans la réalité. Ils nous rappellent que nous appartenons au monde, que nous sommes une partie de cette nature magnifique et terrible. La tentation du bonheur est parfois vue comme une fuite, et pour l'homme révolté, c'est un engagement. Si nous ne cultivons pas notre propre capacité à la joie, comment pourrions-nous avoir la force de nous battre pour la justice ou pour la liberté des autres? Le désespoir est stérile. Seul celui qui aime la vie passionnément peut trouver l'énergie nécessaire pour essayer d'améliorer le sort des hommes. Camus nous enseigne que le bonheur est une discipline. C'est le refus de se laisser empoisonner par l'amertume ou le ressentiment. C'est choisir, chaque matin, de porter son regard sur ce qui grandit plutôt que sur ce qui s'effondre. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est une volonté solaire. C'est dire oui à l'existence, avec toutes ses blessures et toutes ses splendeurs. Le rocher de Sisyphe n'est plus une punition dès lors que Sisyphe décide que chaque grain de sable, chaque éclat de pierre sur cette montagne sombre, forme à lui seul un monde. Le bonheur, c'est de réaliser que le chemin vers le sommet suffit à remplir le cœur d'un homme. Nous n'avons pas besoin de victoire finale pour être comblés. L'effort lui-même, vécu avec amour et lucidité, est notre plus belle récompense. Chapitre 10. L'héritage de Sisyphe ou la fidélité à la terre. Nous arrivons au terme de notre voyage à travers la pensée d'Albert Camus. Mais en réalité, le véritable travail commence maintenant. La philosophie de l'absurde n'est pas une destination où l'on s'arrête pour se reposer. C'est une boussole que l'on emporte avec soi pour naviguer dans le chaos du monde moderne. L'héritage que Camus nous laisse n'est pas un dogme, mais une exigence de fidélité. La fidélité à la terre, à la lumière et surtout à notre propre humanité. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes tentés par les extrêmes. D'un côté, le nihilisme technologique ou le divertissement superficiel qui nous pousse à oublier notre condition. De l'autre, le retour des fanatismes et des certitudes aveugles qui promettent un sens absolu au prix de la liberté de penser. Face à ces deux impasses, la voix de Camus résonne comme un rappel nécessaire à la mesure. Elle nous dit qu'il est possible de vivre sans espoir, mais pas sans désespoir surmonté. Vivre l'héritage de Sisyphe,
C'est accepter de porter son propre rocher sans se plaindre au Dieu qui n'existe pas. C'est comprendre que notre dignité ne dépend d'aucune force extérieure, mais de notre capacité à rester lucide. Le monde peut être absurde, la politique peut être décevante, la maladie peut nous frapper, mais rien ne peut enlever à un homme sa liberté intérieure tant qu'il refuse de se mentir. C'est cette souveraineté que nous devons cultiver au quotidien. Camus nous a montré que la vérité ne se trouve pas dans les hauteurs glacées de la métaphysique, mais dans la chaleur des relations humaines et dans la beauté des choses simples. Son héritage, c'est cette pensée solaire qui nous invite à aimer le monde malgré sa cruauté. C'est l'idée que la révolte est une force créatrice. Chaque fois que vous créez quelque chose, chaque fois que vous aidez quelqu'un sans attendre de retour, chaque fois que vous admirez un paysage en étant pleinement présent, vous faites vivre la pensée de Camus. Il nous laisse une leçon de courage intellectuel. Ne jamais sacrifier la vérité au confort. Ne jamais préférer une belle illusion à une dure réalité. Cette honnêteté est le fondement de toute morale authentique. Si nous acceptons que notre vie est limitée, que notre temps est compté et que le silence de l'univers est définitif, alors nous n'avons plus d'excuses pour procrastiner notre bonheur ou notre engagement. Tout devient urgent. Chaque rencontre, chaque geste, chaque mot prend une importance capitale car il n'y aura pas de seconde chance. L'image de Sisyphe, redescendant vers son rocher, est l'image de l'homme qui a tout compris et qui décide pourtant de continuer. Cette redescente est le moment le plus noble. C'est le moment où l'on revient à la vie ordinaire, au travail, aux soucis quotidiens. Mais avec un regard neuf, on ne pousse plus le rocher parce qu'on y est obligé par une puissance supérieure, on le pousse parce que c'est notre manière d'être au monde. C'est notre signature sur l'existence. En terminant cette exploration, rappelez-vous que l'absurde n'est pas une impasse, c'est un point de départ. C'est la fin de l'enfance de l'humanité et le début de sa maturité. Nous sommes désormais seuls maîtres à bord. Ce n'est pas une tragédie, c'est une opportunité, telle de construire une vie qui n'a pas besoin de justification céleste pour être magnifique. Comme le disait Camus, il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. Mais la lumière de midi finit toujours par triompher pour celui qui sait regarder. Conclusion, devenir ce que l'on est sous le soleil de Camus, nous voici à la fin de cette immersion dans l'univers d'Albert Camus. Nous avons commencé par le choc de l'absurde, ce divorce brutal entre notre besoin de sens et le silence du monde. Nous avons traversé la révolte, ce cri de dignité qui refuse la soumission. Nous avons découvert la liberté absurde, celle qui se vit dans l'intensité de l'instant et la solidarité qui nous lie à tous les autres Sisyphes de la Terre. L'enseignement ultime de Camus est un message d'espoir, sans illusion. Il nous invite à un bonheur exigeant. Un bonheur qui ne ferme pas les yeux sur la souffrance, mais qui puise sa force dans la lutte elle-même. Il nous rappelle que la vie est un cadeau sans donateur, une aventure sans but final, mais dont chaque chapitre mérite d'être écrit avec soin et passion. Si vous devez retenir une seule chose de ce voyage, que ce soit cette certitude, votre vie vous appartient totalement, votre rocher est votre propriété. En l'acceptant, en l'aimant, vous devenez plus grand que lui. Vous n'êtes plus le jouet du destin. Vous êtes l'artisan de votre propre lumière. Merci d'avoir suivi cette série sur Vibes Inspi. Si cette exploration de la pensée de Camus a résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Quel est votre rocher aujourd'hui? Et comment choisissez-vous de rester debout face à lui? N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à nourrir votre esprit et à transformer votre manière de vivre. Restez lucide, restez révolté et surtout, n'oubliez jamais d'imaginer Sisyphe heureux. À très bientôt pour de nouvelles inspirations.